Salut à tous et bienvenue sur The Drums Family. Alors cette année j'avais envie de commencer une nouvelle série culturelle qui parlera d'à peu près tout ce qui touche à la batterie en se concentrant principalement autour des batteurs qui ont fait et font la scène actuelle. Alors l'idée derrière ce projet c'est d'aider mes élèves à avoir un peu plus de culture et de leur permettre de s'inspirer de ces batteurs, de connaître leur histoire et de leur faire prendre conscience que même les plus grands ont commencé quelque part et ont galéré pour y arriver. Donc aujourd'hui on parle d'un de mes batteurs préférés, on va parler de Gavin Harrison qui a été le batteur de Porcupine Tree, Pineapple Thief et plein d'autres projets. Un mec super intéressant, un batteur super fort. C'est parti. Né le 28 mai 1963, Gavin Harrison a grandi dans le Hertfordshire, en Angleterre. Très jeune, il s'est tourné vers le jazz grâce à son père Bobby Harrison, trompettiste de jazz professionnel. En raison de son exposition au jazz, la musique de big band a été le premier véritable amour de Gavin. Influencés par leur père, Gavin et ses deux frères ont tenté de jouer de la trompette. Cependant, il abandonnera rapidement cette idée et la batterie surviendra tout naturellement. Si naturellement pour lui qu'il n'a pas mis longtemps à décider qu'il voulait jouer professionnellement. Pour l'aider à s'entraîner, son père lui construit une cabane en bois dans leur jardin, à l'intérieur de laquelle il a cloué des matelas pour réduire le bruit, histoire de ne pas déranger les voisins. Gavin rentrerait donc à la maison de l'école pour pouvoir jouer autant de temps qu'il le pouvait, avant que ses voisins ne puissent plus le supporter. Son amour pour la batterie et sa détermination à devenir un musicien professionnel étaient les clous dans le cercueil de sa carrière de footballeur. Il quittera finalement son équipe scolaire car il devait rester après l'école pour pratiquer le football, au lieu de rentrer à la maison et de jouer de la batterie. Pendant ses premières années de batterie, il a passé la plupart de son temps à jouer avec la collection de disques de jazz de son père. Des artistes comme Chet Baker, Art Farmer, Miles Davis et leurs batteurs ont été ses premiers professeurs. À l'âge de 8 ans, Gavin Harrison a commencé à accompagner son père à des sessions d'enregistrement tenues à la British Broadcasting Corporation, ou BBC. Cette expérience va l'exposer à de la grande musique de big band et au jeu d'un fantastique batteur nommé Paul Brody. Je cite. Paul était incroyablement sympathique. Il devait avoir 50 ans à l'époque, mais était vraiment branché dans Gad et Cobham. De mes 8 ans à mes 15 ans, j'allais m'asseoir à côté de lui et j'étais franchement impressionné. Pendant sa pause café, il me donnait ma chance de jouer à la batterie et m'apprenait à jouer des patterns de Steve Gadd. Après ses premières années de jazz et de musique big band, Gavin Harrison a commencé à s'intéresser à la musique funk. Les batteurs de groove comme John Guerin, Steve Gadd, Harvey Mason, Jeff Porcaro et David Garibaldi sont devenus certains de ses batteurs préférés. Après avoir joué de la batterie pendant 5 ans, il a eu sa première expérience avec un professeur. Il a commencé à prendre des cours privés à l'âge de 11 ans avec un batteur de spectacle appelé Joe Hodgson. Joe lui a donné une compréhension très solide de la technique et de la théorie musicale. Bien que Gavin n'aimait pas apprendre à lire et à écrire de la musique, ces leçons ont fini par influencer son développement en tant que musicien et plus tard en tant que batteur professionnel. À l'âge de 16 ans, il se sépare de son professeur, quitte l'école et commence à jouer professionnellement. Travailler au sein de l'industrie musicale n'a pas nui ni à sa volonté, ni à son engagement à en savoir plus sur son instrument. Par conséquent, à l'âge de 18 ans, il va décider de reprendre des cours de batterie formels. Dave Cutler, diplômé du Berklee College of Music, une école réputée, qui avait étudié avec Gary Sheffy, semblait être un choix parfait. Je cite. Il m'a vraiment ouvert l'esprit à des choses que je n'aurais jamais même pensé exister. J'avais 18 ans à l'époque et je pensais que j'étais sacrément bon. Quand je suis arrivé à la première leçon avec Dave, j'ai rapidement réalisé dans les premières secondes que j'étais mauvais. Il m'a montré des choses très musicales, de coordination, que je ne pouvais pas jouer du tout, et m'a dit que ça ne servait à rien de venir chaque semaine, et que je devrais plutôt revenir quand je pourrais les jouer. Il m'a fallu 3 mois avant que j'ose à nouveau montrer mon visage, mais j'ai travaillé extrêmement dur, et j'ai imaginé que les autres élèves rentreraient bien plus tôt que moi. Je lui ai demandé combien de temps les autres gars avaient mis avant de revenir, et il m'a dit que j'étais le seul à être revenu. D'après Harrison, sa carrière est un mélange de mystère, de chance et de quelques contacts. Il devient batteur de session dans les années 80. Pour ceux qui se posent la question, un musicien de session travaille sur l'aspect enregistrement d'un morceau. Il est généralement recruté par un artiste, un compositeur ou un producteur
et ce sont généralement de véritables monstres de technique et d'adaptation, car ils doivent travailler dans des contextes complètement différents à chaque fois. En 1983, Gavin, à 19 ans, rejoint le groupe de rock progressif Renaissance et fait une première tournée en Amérique. Il a quitté le groupe en 1984 et en 1986, il va rejoindre le groupe d'Iggy Pop pour la tournée mondiale Blablabla. Pendant le reste des années 80, il va contribuer aux œuvres de nombreux artistes, tels que Sam Brown, The King of Oblivion, Tom Robinson et Jacko Jackskix, Black Comedy, Sarah Jane Morris, B.G. Cole, Sherry Belafonte Sherry et Yasuaki Aduna de Shimizu. Excusez-moi si j'ai écorché quelques noms. Avant de travailler avec Tom Robinson et Jacko sur We've Never Had It So Good, Gavin et Jacko ont formé le projet Dizrhythmia, acclamé par la critique avec le bassiste Danny Thompson et le percussionniste indien Pandit Dinesh. Ils sortent un seul album en 1987, Dizrhythmia. Pendant les années 90, commence une longue et fructueuse association avec Dave Stewart et Barbara Gaskin. Le premier album de Gavin Harrison avec eux était The Big ID en 1990. Il a depuis participé aux sessions d'enregistrement de toutes leurs sorties ultérieures, Spin en 1991 et Blue and Green en 2009. À cette époque, il rejoint aussi le groupe de funk britannique Incognito et enregistre la batterie pour leur album le plus réussi, Inside Life, en 1991. La fin des années 80 et le début des années 90 ont vu le début de la relation de travail de Gavin Harrison avec de nombreux musiciens italiens. Il a tourné avec bon nombre d'entre eux et a également enregistré des albums. Depuis, il a travaillé avec d'autres grands artistes italiens comme Franco Battiato, Claudio Baglioni, Raf Cavani et Eros Ramazzotti. En 1994, Gavin Harrison a été invité à rejoindre Level 42 pour la tournée Forever Now. Cette invitation est venue après que Phil Gould, leur batteur d'origine, ait quitté le groupe. L'année suivante, il aura l'opportunité de travailler avec Mick Korn sur The Tooth Mother et sur une courte tournée européenne. Ce fut un grand honneur pour lui car il était un fan de longue date de l'ancien groupe de Mick, nommé Japan. Ce groupe a eu une influence particulière sur le jeu de Gavin à la fin de son adolescence, en particulier à cause de Steve Jensen, le batteur du groupe. En 1997, il commencera à travailler avec la diva soul britannique Lisa Stansfield. Il enregistrera donc la batterie pour les albums Never Gonna Give You Up en 1997, Swing en 1999 et A31 en 2001. En 2000, il sort son premier album solo Sanity and Gravity et devient directeur musical du légendaire groupe Artful Dodger. Et c'est en 2002 que Gavin rejoint Porcupine Tree, un groupe de rock progressif qui a été fondé en 1987 par le chanteur Steven Wilson. Il composera avec cette formation 4 albums de 2002 à 2010 et c'est là qu'il va vraiment établir sa réputation en écrivant des rythmes créatifs et techniquement prodigieux. Gavin fut le premier choix de Porcupine Tree comme batteur de remplacement. Chose intéressante, ce choix découle de l'amitié que Gavin a nouée avec Richard Barbieri, synthétiseur et claviériste du groupe Japan et de Porcupine Tree. Après s'être rencontrés lors des sessions d'enregistrement d'Alice Mezzogiorno sulle Alpi, Gavin Harrison et Richard Barbieri ont continué à travailler ensemble sur divers projets et sur différentes sessions, y compris les forts solos de Gavin Harrison. Donc quand Chris Maitland a quitté le groupe, Richard Barbieri a estimé que Gavin conviendrait parfaitement à Porcupine Tree. Il avait définitivement raison. Depuis qu'il les a rejoints, Gavin Harrison a enregistré la batterie pour les albums studio In Absentia en 2002, Dead Wing en 2005, Fear of the Blank Planet en 2007 et The Incident en 2009. Alors je vous conseille d'écouter les titres de Sound of Music et Fear of the Blank Planet pour leur intérêt rythmique, Trance et Sentimental qui sont 2 ballades à écouter et enfin Anesthesize qui est le premier morceau qui m'a vraiment mis une claque de par sa longueur et l'ambiance qui s'en dégage. En 2007, Gavin Harrison va rejoindre King Crimson et commence une collaboration à long terme avec le chanteur et multi-instrumentiste O5 Rick. Ils se rencontrent via MySpace lorsque O5 Rick envoie un message à Gavin. Après l'avoir lu, il décide de consulter sa page et il va vraiment apprécier la musique de O5 Rick.
Ils se sont finalement rencontrés après un spectacle de Porcupine Tree et commencent à discuter de la possibilité de créer de la musique ensemble. Au fil des années, les études de Gavin l'ont amené à développer des idées très intéressantes sur la batterie. Cependant, il a toujours eu du mal à trouver un groupe ou un projet où leur utilisation était appropriée. Ces idées ont donc été le principal catalyseur de la musique que lui et O5 Rick ont fini par produire. Depuis, ils ont sorti 3 disques ensemble, Drop en 2007, Circles en 2009 et The Man Who Sold Himself en 2012. Plus récemment, Gavin a collaboré avec plusieurs musiciens et arrangeurs pour former Cheating the Polygraph, qui est un projet qui consiste à réarranger certaines chansons de Porcupine Tree en version jazz et d'en faire un album. Gavin Harrison, c'est cet équilibre entre la virtuosité technique et la simplicité. Une des choses qui m'a frappé et me frappe encore aujourd'hui, c'est la façon dont son jeu est travaillé tout en restant parfaitement compréhensible et abordable. Il a cette façon de jouer et de composer qui est vraiment très agréable à écouter, où tout est à sa place et tout paraît logique. And if I can make them believe it's 97, that's great. Yeah. Because I want everyone to enjoy it. I don't want the people to think, oh, this is so clever, I can't understand the time signature. I want everyone to enjoy and relate to the music. So if there's a way you can play, some adjustment to the pattern, like an override, to make the people think that they're hearing at least a regular pulse. Yeah. Have to make it what? Oh, the chick stuff. Oh, that's true. Et la chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. Il faut d'abord contribuer à la chanson avant de penser à son ego ou à ses goûts personnels. Je pense que tout musicien qui a un jour créé un groupe de composition a été confronté à ce problème. Celui de musiciens qui veulent prendre trop de place en mettant trop de solos ou en se laissant aller sans écouter les autres joueurs. L'important, c'est vraiment de contribuer et servir la chanson, avant de vouloir contribuer au groupe ou à sa personne. Généralement, tout débutant ou tout artiste solo très engagé fait cette erreur. Mais c'est là que repose la qualité relationnelle et la qualité d'écriture d'un musicien ou d'un groupe. Tout musicien qui a répété pendant des heures un rudiment, une gamme ou un morceau, sait qu'au bout de quelques temps, jouer devient un automatisme. Et de ma propre expérience, je ne me souviens pas en détail des concerts dans lesquels j'ai accordé une grande importance au fait d'être le plus propre possible. Mais je me souviens très bien des concerts dans lesquels j'ai pris des risques de par mon jeu de scène ou de l'improvisation. Et donc, faut-il préférer la créativité à la technique ou l'inverse ? Ces deux compétences sont intimement liées et votre but en tant que musicien est de trouver un équilibre qui va permettre à votre créativité de s'épanouir grâce à votre entraînement, donc à votre technique. Mais à choisir, je serai du côté de la créativité et de la simplicité, tout simplement parce qu'elle n'est pas complètement dépendante de la technicité. Vous pouvez rester simple, mais avoir des idées créatives qui feront réagir votre auditeur. La technique, seule, est assez froide, elle n'apporte pas grand-chose musicalement. Et elle est donc très limitée lorsqu'il s'agit de créer des émotions. Le mieux reste encore de travailler votre technique de manière créative en vous imposant par exemple des limitations. Le truc cool avec la créativité, c'est qu'elle vous est propre, que c'est votre moyen de vous exprimer et de faire parler votre instrument. Donc il n'y a pas forcément de bien ou de mal, mais juste des partis pris, à partir du moment où ce que vous jouez est contrôlé et conscient. Un autre bon moyen de travailler votre musicalité, c'est d'essayer de représenter des émotions. C'est pas toujours facile, surtout la batterie. Gavin parle de sa théorie du CPU dans une très bonne vidéo de Drumeo, que je vous encourage d'aller voir, le lien est dans la description. Donc cette théorie consiste à imaginer votre cerveau comme un processeur d'ordinateur, CPU en anglais. Pour faire simple, plus vous demandez quelque chose de compliqué et de lourd à votre PC, plus il va engager de ressources pour accomplir cette tâche. Imaginons que vous vouliez juste ouvrir une page internet. On va dire que vous utilisez 1% du processeur. Maintenant, demandez-lui d'ouvrir 5 pages et de mettre de la musique. Il utilisera 20% du processeur. Demandez-lui d'ouvrir 30 pages, de mettre de la musique tout en jouant à un jeu vidéo, et vous allez vous apercevoir que ça lui demande beaucoup plus d'efforts, dû à la grande demande de ressources. Et selon la capacité de votre ordinateur, il risque de ralentir ou de surchauffer. Votre cerveau, c'est la même chose lorsque vous êtes derrière une batterie.
Harrison explique très bien, lorsque l'on commence la batterie, un simple rudiment prend une grande partie de notre cerveau disponible. Mais le cerveau est un muscle et il s'améliore si on l'entraîne. Cette théorie m'a beaucoup marqué parce qu'elle détermine votre qualité de jeu en live ou en studio. Si votre processeur est à 100% pendant que vous jouez, vous ne vous écouterez pas et vous aurez moins d'attention à donner à votre justesse, votre précision ou au métronome. Le stress va aussi réduire votre capacité à être dans le moment présent et il n'y a que 2 moyens de régler ce problème. Vous entraînez pour améliorer la quantité de tâches que votre cerveau peut traiter en simultané ou tout simplement simplifier votre partition. Ce n'est pas forcément de l'avis des puristes que de simplifier une chanson pour un live, mais même lorsque l'on maîtrise le morceau, ça peut être intéressant de le simplifier pour avoir une présence scénique plus accentuée et être plus dans le moment présent, plutôt que de rester fermé en imaginant votre partition défiler devant vos yeux. Je peux dire quand un batteur fait quelque chose qu'il a pratiqué pendant des milliers d'heures ou pas. Si vous voulez impressionner les jeunes enfants, il s'agit vraiment d'aller vite et peut-être de faire tourner des bâtons. Vous recevrez une salve d'applaudissements, mais ça ne m'intéresse pas. Moi je veux vraiment voir jusqu'où je peux aller. Je descends dans des couloirs noirs et je ne sais pas à quelle profondeur le couloir est, et s'il y aura une porte à la fin. Et c'est ça qui est un peu excitant. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. C'est la première vidéo que je fais sur ce format, avec ce format, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires et je les lirai et j'en prendrai compte si j'ai envie. J'ai laissé tous les liens vers les interviews, les solos, tout ce que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Et voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, essayer de gratter un peu pour le connaître un peu mieux, n'hésitez pas, tout est dans la description. Encore merci, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et voilà. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin et à plus.